Vous pouvez nous dire quelques mots concernant ce travail à Mediapart et cette nouvelle façon peut-être de faire du journalisme aujourd'hui? Mais d'abord, bon, François est un fondateur de Mediapart, donc peut-être qui parlera davantage du projet en lui-même. Le fait est qu'à Mediapart, on est d'abord une toute petite rédaction. On est 25 à peu près, oui. ouais, 25 journalistes. Et c'est vraiment l'essentiel des employés de Mediapart. 25 journalistes salariés. Donc ça déjà par rapport à une rédaction normale. Bon, moi je viens de Libération. François vient du Monde. Les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut savoir quand on est comme ça, d'abord 25 journalistes, pourquoi autour d'un projet qui se veut justement indépendant des pouvoirs financiers, indépendant des pouvoirs en général, et uniquement sur une seule affirmation, quelle est la valeur de l'information. Donc, et redonner en fait à tout ce qui était les lettres de noblesse de la presse, hein, l'enquête, l'investigation, les informations, tout ça, redonner toute sa dimension à à ce métier-là, à ce métier de journaliste. Les pouvoirs communiquent et les journalistes informent, donc c'est le vieux débat, l'information. Mais il faut les rappeler toujours, je crois. Oui, parce que c'est vraiment l'information contre la communication. Moi, je suis toujours étonné de voir des universités faire des filières de formation, information et communication, alors que c'est justement deux démarches qui sont radicalement différentes. L'information consistant en permanence à percer ce mur de communication qui nous est systématiquement opposé par les différents pouvoirs, pas seulement le pouvoir politique, mais ça peut être aussi le pouvoir d'un dirigeant d'association qui cherche à faire passer son message. Donc voilà, c'est vrai que le cœur de Mediapart, c'était ça, c'était sur un constat simple qui était de dire, puisqu'il est maintenant, je crois, acquis par tous, que l'information en France et la presse est dans une crise sans doute sans précédent depuis la Libération. Et nous, on avait un point de vue un peu différent qui était de dire oui, la presse est en crise, mais pour une raison bien particulière, c'est que c'est d'abord une crise des contenus, c'est-à-dire de la proposition éditoriale, de qu'est-ce qu'on donne à lire à nos lecteurs. C'est une crise de la relation entre le journalisme et les lecteurs. On ne peut pas assister comme on assiste chaque année dans le journal La Croix, où on peut lire un sondage qui, année après année, nous expose la crise de défiance grandissante des lecteurs par rapport à cette bulle que l'on nomme journalisme. Nous, Mediapart, à l'origine, c'est vraiment ça, c'est de se dire, bon, on ne prétend pas toucher tout le monde, on ne va pas toucher, comme le fait le portail Orange, 5 millions de personnes par jour, mais on prétend construire un public particulier. Alors des gens ne se retrouveront pas dans ce qu'on fait, des gens seront en désaccord avec nous, mais en revanche, on va progressivement construire un public de lecteurs fidèles, si possible, et construire avec ces lecteurs une relation particulière. Et c'est là où le web intervient, parce que évidemment, nous, tous nos articles sont en permanence commentés. C'est-à-dire que le journaliste, enfin, est descendu de son piédestal. Il n'est plus dans cette position surplombante où, voilà, on écrit des articles, et puis voilà, et puis c'est comme ça. J'ai pris un peu un chemin de traverse en disant tout ça, mais ça explique quand même ce que voulait être Mediapart, c'est-à-dire, et ce qu'on essaye toujours de faire, proposer une offre différente, proposer un type d'article, d'enquête différent, construire une vraie relation avec le lecteur, et d'une certaine manière, le livre est le prolongement de tout ça. Parce que le livre qu'on a fait, je dirais, on l'a fait parce qu'on voyait bien la difficulté qu'a chacun, et nous-mêmes, on l'a à saisir cette particularité du sarkozysme, ou en tous les cas de cette période politique. Sarkozy, ce n'est pas rien. Ce n'est pas que des discours, de l'agitation, un suractivisme invraisemblable. C'est finalement ces 3 premières années ont bouleversé un certain nombre de choses dans cette société. Il y a eu sur certains secteurs des choses importantes de fait, et donc il y a eu tout de même une restructuration dans certains domaines en profondeur de la société française. Et c'était justement ce qui nous a paru intéressant de faire en regardant dans le rétroviseur de manière un peu méticuleuse pour dire, bon, voilà, on a pris volontairement comme date butoir la mi-mandat, c'est-à-dire novembre 2009, 2 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Sophie s'est attelée à une chronologie extrêmement méticuleuse, plus de 300 dates, 350, pour
il y a plein de choses qu'on a oubliées. Moi, j'avais oublié un tiers des choses. Donc, pour bien redonner le timing des annonces, des discours, des faits, etc. Et autour de cette chronologie, on a bâti une série d'enquêtes ou de papiers plus analytiques essayant d'avoir en permanence cette profondeur-là. L'élection de Sarkozy en 2007, indépendamment du, il y a un espoir, du je paysage, pense, par rapport à ce qu'il a... porte quelque chose, Hein, porte un espoir, puisqu'il est largement élu, porte le projet d'une droite largement renouvelée, etc. Donc le livre ne focalise pas sur Sarkozy, il focalise sur les politiques publiques. À partir d'une campagne comme 2007 et du projet que portait Sarkozy, quand on se met à observer et à détailler précisément avec 2 ans et demi de recul quelles ont été les politiques publiques de mener, quel bilan on peut tirer? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la pure agitation? Qu'est-ce qui, au contraire, a profondément remodelé notre société? Parce qu'on dit un peu trop, par exemple, et c'est le cas, sur l'immigration et la sécurité, on est à une loi par an depuis pratiquement le premier passage de Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Et combien de décrets d'application? Donc depuis 2002. Alors effectivement, il y a même des lois qui ne sont pas appliquées, puisque on vote la loi suivante, la loi précédente n'a même pas ses décrets d'application. D'après ce que j'ai compris, c'est pendant ce gouvernement-là où il y a eu les bons des décrets d'application Oui, de toutes les lois qui ont été absolument. votées. Et il y a, je crois que l'avant-dernière, les deux lois précédentes sur certains secteurs de sécurité ne sont pas appliquées puisqu'il n'y a pas de décret d'application. Mais il n'empêche que, donc, c'est ce qui autorise certains à dire, bon, on est dans un pur agenda de communication où on vote des lois qui ensuite restent enfouies dans les tiroirs des ministères. Si on prend la maison à 15 euros, qui était la France de tous propriétaires de Nicolas Sarkozy, la maison à 15 euros, eh ben, quand on regarde ce qui a été fait et tout ça, il y a eu 15 maisons qui sont sorties depuis que l'annonce a été faite. Et c'est Benoît Apparu, secrétaire d'État chargé du logement, qui le dit. Donc c'est pas nous qui disons que c'est un fiasco, c'est lui-même qui le dit. Donc c'est ça qui est intéressant à revisiter, c'est que tout est dit, mais il y a un tel brouillage, une telle communication, une telle mise en scène de tout que finalement, peut-être que dans 6 mois, on se dira non mais voilà. Il y a un article qui parle du fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, mais j'ai eu l'impression à ce moment-là que beaucoup de journalistes, beaucoup de gens avaient déjà pointé toutes les contradictions de ce discours-là. Et il y a plein de gens qui ont écrit des choses pour critiquer justement ce discours. À ce moment-là, je me rappelle avoir lu ça à ce moment-là. Oui, mais si vous voulez, dans l'article que vous évoquez en question, le discours de Dakar est le point d'attaque pour derrière examiner la politique africaine de Sarkozy. Voilà. Et pour raconter sur là où il avait promis en 2007 lors de sa campagne électorale comment il allait rompre avec l'éternelle France-Afrique, comment il allait rompre avec toute la politique de Jacques Chirac en Afrique et avec les relations pour le moins ambiguës et en général de soutien aveugle à un certain nombre de régimes peu recommandables. Il s'est passé en 2 ans exactement l'inverse. Et on voit ressurgir un certain nombre d'émissaires ou de ceux qu'on appelle les sorciers blancs sur le continent noir, c'est-à-dire Raymond Bourgi. Voilà, il y a toute une série, les focards d'aujourd'hui. Voilà, tous les anciens recyclés ou héritiers des réseaux focards. Et avec pour le coup, un abandon de projets politiques d'ensemble, de stratégies d'ensemble, où Sarkozy reçoit le fils Wade, c'est-à-dire le fils du président du Sénégal, à Paris pour l'adouber, lui expliquer comment il doit faire pour gagner la mairie de Dakar. On peut rappeler aussi que, par exemple, je ne sais pas si tout le monde se souvient que le périmètre du secret défense, comme par hasard, il s'est excessivement étendu sous la présidence Sarkozy. C'est plus des documents qui sont secret défense maintenant, ce sont des bâtiments. Donc un juge demandera à aller enquêter au siège de Elf parce qu'il estime qu'il y a peut-être des factures qu'il aimerait regarder. Devant la porte, on lui dira non, bâtiment secret défense. C'est incroyable. Vous travaillez sur des sujets des fonds, mais au même temps, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est à un tournant aussi de ces quinquennats, j'allais dire septennats, et là, les choses, j'ai l'impression qu'ils commencent à bouger.
Oui, mais c'est pour ça que le Oui. livre, finalement, on a très bien fait de prendre ce mi-mandat, parce que effectivement, on est en train là, on rentre très clairement dans une deuxième période qui est radicalement différente. Et je pense que tout l'objet en termes de communication du pouvoir politique de cette deuxième période va être de faire oublier cette première période, va être de faire oublier ou de reconstruire complètement ces 2 ans et demi. Pour vous, Donc c'est là où ça fait, voilà, c'est bien de le garder comme il nous servira dans 2 ans, ce livre, quand on fera le bilan du quinquennat. donc On pourra dire, ah, il y a toute une série de secteurs où les discours de Sarkozy, ces discours de campagne ou ensuite ces discours au pouvoir sont totalement irréels par rapport à la réalité des politiques engagées. mais en même temps, on peut se dire que les critiques que vous adressez au président de la République aussi, aujourd'hui, et même concernant un certain nombre de libertés éventuelles et la liberté de la presse, ça ne sert pas à grand-chose. On peut perdre aussi une élection, comme l'autre jour, en ayant aussi la main mise sur beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas une garantie de gagner les élections, de procéder de cette façon-là. Ah bah, parce que moi, je pense que c'est pour ça que c'est le titre de la préface, Retour au réel. Il y a Voilà, un moment c'est ça, où, il y a un moment où quand même la réalité rattrape un pouvoir politique, bien sûr. Et Donc on l'entreprise. peut tout tenter, mais à la fin, c'est les citoyens qui décident, non? Oui, mais s'il y a eu des avertisseurs, les journalistes sont les watchdogs de la démocratie. Donc en gros, Un chien de garde. les chiens de garde, ce qui n'est pas très joli. Donc on peut reprendre, je crois, il me semble que c'est Victor Hugo qui disait les avertisseurs publics. Bon, bah oui, voilà, on fait un métier où, d'une certaine manière, notre fonction est de produire des informations qui ensuite vont organiser le débat public. Donc notre principale responsabilité, elle est là. C'est que sans ces informations-là, il n'y a pas de débat public. Quel est le danger qui guette aujourd'hui, parce que c'est les journalistes qui ont écrit ça, la profession journalistique, c'est la censure, c'est l'autocensure? Parce que vous n'êtes pas les seuls en France à produire de l'information. Et on a l'impression que beaucoup sont un peu réticents parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent... Non, mais moi, je crois que ce qui guette vraiment le journalisme, c'est pas la censure bête et méchante, parce que ça se passe pas comme ça. L'autocensure, ça se passe beaucoup. Ensuite, c'est tout simplement la destruction accélérée de tous les modèles économiques. On est dans un pays dont il faut avoir conscience que le chiffre d'affaires de la presse écrite, aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros par an. Les subventions d'État, c'est 1,3 milliard. Donc 10% du chiffre d'affaires de la presse est aujourd'hui subventionné par l'État. Les journaux sont tenus par une série d'hommes d'affaires dont le cœur de métier, vous prenez Dassault, Pinault, Bolloré, Bernard Arnault, dont le cœur de métier n'est pas l'information. Quelle est la différence entre Berlusconi et Sarkozy? Berlusconi est un poids lourd. C'est la première fortune d'Italie. C'est un énorme groupe de médias. C'est un acteur économique de poids. Et donc, de ce point de vue-là, il a un net avantage sur Sarkozy qui n'a pas pas encore, parce qu'on peut penser qu'il est en train de se la constituer. La soirée du Fouquet, d'une certaine manière, montre cette volonté-là. N'a pas encore cette force de frappe. Pour le reste, il y a plein de choses communes. Plein de choses communes dans l'hypergestion d'une démocratie d'opinion et de communication, dans une pratique institutionnelle très violente et dans une hystérisation du débat public. Briquet dit, de la même manière que Berlusconi a véritablement fracturé l'Italie, Sarkozy est en train de fracturer ce pays aussi. Et puis, il y a eu le talent des deux hommes, et en particulier de Berlusconi, qu'à mon avis, on sous-estime largement sur ce point précis, qui est d'avoir reconstruit la droite. Je tenais à vous remercier tous les deux d'être venus pour nous parler de votre livre et parler des Mediapart, parce que je vous souhaite surtout un très grand succès, parce qu'il est important aussi d'avoir de l'information libre et pluraliste. Et n'oubliez pas, fait geste de la présidence Sarkozy, décryptage au jour le jour d'une contre-révolution, paru chez Don Quichotte. C'est une maison d'édition qui appartient au Seuil d'ailleurs, donc merci beaucoup. Et Don Quichotte, souvent, il s'est battu contre les moulins avant, je crois aussi d'ailleurs. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci. Merci.